Donc, dernier avis pour ce premier tour de table des parties prenantes à l'entreprise. Donc, Denis Meneuse, qui est sociologue à l'entreprise personnelle et qui va prendre un point de vue de consultant. Bonjour à tous. En fait, moi, je me trouve dans une situation un petit peu stressante, dans la mesure où tous mes devanciers, enfin, j'avais prévu quelque chose de super intéressant, et en fait, tous mes devanciers ont à peu près repris mes idées. Du coup, pour pas rester sans voix, en fait, je vais vous raconter juste trois enquêtes que j'ai menées récemment sur ces questions-là. Première enquête qui m'est venue en mémoire, c'est dans la grande distribution. Je suis dans un hypermarché et puis le responsable RH, donc responsable des ressources humaines, me dit c'est terrible, les gens veulent plus bosser, les gens sont paresseux, etc., notamment les jeunes. Donc comme je suis pas très vieux, j'essaye de défendre un peu les gens de mon âge et donc j'essaye de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Donc, ce qu'elle me dit, c'est par exemple récemment, on a un jeune qui a déclaré un accident de travail parce qu'il s'était cassé un ongle en transportant des produits dans les palettes. Et donc, elle trouvait ça scandaleux qu'on déclare un accident de travail parce qu'on se casse un ongle. Ce que je trouvais intéressant, finalement, c'est quel sens veut donner l'opérateur, finalement, qui se casse un ongle dans un hypermarché. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, peut-être, ou 20 ans, jamais personne, apparemment, dans l'hypermarché n'aurait eu l'idée de déclarer un tel accident de travail parce que c'est un milieu assez masculin. Donc là, il y a une sorte d'idéal de virilité. Donc, au contraire, il faut montrer qu'on est fort, qu'on est costaud, qu'on sait transporter des palettes sans se blesser, etc. Ou si on se casse un ongle, au contraire, ça montre un peu notre force, etc. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, les accidents de travail dans cet hypermarché et puis dans d'autres que j'ai pu étudier étaient essentiellement en lien en fait, avec le climat social qu'il y avait dans l'entreprise. Au sens, dans les hypermarchés, où il y avait un bon climat social, une bonne entente, parce qu'il y avait un dialogue possible entre la direction et puis entre les salariés, les gens n'auraient pas l'idée de déclarer un tel accident de travail. En revanche, c'est quand il n'y avait pas d'espace de dialogue, mais finalement, la seule façon de faire passer un message, c'était de déclarer la moindre chose, le moindre prétexte comme accident de travail. En toile de fond, ça montre aussi que quand on parle des risques psychosociaux ou de l'exigence de sécurité, bien sûr, ça tient à la perception individuelle de chacun, mais ça dépend aussi beaucoup, je dirais, de la perception sociale ou sociétale. Au sens qui nous paraît aujourd'hui un grand risque, peut-être qu'il y a 20, 30 ans, ça nous paraissait un risque assez mineur, parce que nos exigences aujourd'hui, en termes de santé, notamment en termes de conditions de travail, sont sûrement plus grandes que ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans. Deuxième enquête, là, très différente, c'était auprès de managers pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce que manager veut dire, au sens où quel est le quotidien d'un manager, concrètement à quoi il passe son temps. En toile de fond, la demande de l'entreprise, c'était de dire on a beaucoup de managers de proximité, et pourtant les gens se plaignent qu'ils ne voient jamais leur manager, donc qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc quand on fait l'enquête, il y a une enquête un peu similaire qui a été menée par l'IAE de Nantes qui montre les mêmes résultats. L'idée, c'est de montrer que les managers de proximité passent une grande partie de leur temps, en fait, soit en réunion, soit des réunions un peu descendantes, au sens où la direction, le top management leur donne des éléments de langage, des équipes de communication à transmettre ou à relayer dans leurs équipes plus tard, soit des réunions, des groupes de travail pour réfléchir sur le futur, etc. Mais pas nécessairement sur le travail en tant que tel. Deuxième grand temps consacré par les managers, c'était du temps consacré au reporting de l'entreprise. Et troisième grand temps, c'était répondre à leurs mails. Et du coup, les managers nous disaient, nous, ça ne nous étonne pas trop que les salariés, nos collaborateurs, trouvent qu'on n'est pas suffisamment sur le terrain, parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on est trop souvent en réunion, en groupe de travail, répondre à nos mails, etc. En creusant un petit peu plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que, bien sûr, il y a une question de charge de travail et de temps, il y a aussi une question d'appétence derrière. Et en fait, même avec mes collègues, on était persuadés que même si on réduisait finalement, le temps de groupe de travail, le temps de réunion, le temps de reporting, etc., c'est pas nécessairement pour ça que les managers de proximité, en tout cas ceux de cette entreprise, auraient consacré beaucoup plus de temps au travail. Notamment l'un d'eux, c'est intéressant parce qu'il m'a dit, moi ce que je déteste en fait, c'est le matin quand je passe dans les ateliers pour dire bonjour, je ne demande jamais aux gens comment ça va, parce que ma hantise c'est que les gens me répondent. Et j'ai peur que les gens me disent non, ça va pas très bien parce que les chaussures de sécurité ne sont plus adaptées parce que telle ou telle chose. Donc finalement, en fait, ils fuyaient le contact sur le terrain en fait, dans les ateliers avec les travailleurs parce qu'il avait peur. À chaque fois, il me disait qu'à chaque fois que je vais sur le terrain, on me remonte des problèmes. Du coup, quand il était en groupe de travail ou quand il répondait à ses mails, a priori, il y avait moins de problèmes qui lui remontaient parce qu'il n'était pas là pour les entendre. Et puis, troisième point, plus sur le lien entre justement risques psychosociaux et puis la sécurité.
c'était une demande pour accompagner une entreprise qui avait un déménagement important à faire dans des nouveaux locaux. Et donc, il y avait deux équipes qui étaient chargées de s'en occuper. Il y avait d'un côté des ingénieurs sécurité qui étaient rattachés au département immobilier, et de l'autre, des personnes de la fonction RH, plutôt psychologues, qui travaillaient dans un service de santé au travail. Donc quand j'arrive, je me rends compte qu'il y a deux cultures très différentes, absolument aucune communication, et les managers disent nous on s'occupe de la sécurité, on s'occupe du collectif, vous vous occupez de la santé, du bien-être, donc c'est individuel. Donc en gros le deal c'était nous les ingénieurs sécurité on passe en premier, on va vérifier dans les nouveaux bâtiments les finitions à faire, et puis après vous les psychologues vous allez passer pour voir s'il faut rajouter quelques pots de fleurs, quelles décorations, quelles affiches on va mettre dans les couloirs. Donc je me suis dit qu'on n'était pas très bien parti. Et donc en fait, la solution qu'on a pu trouver, en fait, c'est d'ajouter des tiers finalement dans ce groupe de travail, tout simplement des salariés lambda qui n'avaient ni l'étiquette d'ingénieur sécurité, ni l'étiquette de psychologue. Et en se disant finalement, en ouvrant un peu ce groupe de travail, chacun sera obligé de dévoiler un peu ses attentes, peut-être les préjugés qu'il peut avoir sur les autres métiers, les autres fonctions d'entreprise. Et du coup, plutôt que chacun se positionne, les ingénieurs disaient nous on travaille sur la sécurité, donc sur le collectif, les psychologues plutôt sur l'individuel, on s'est dit on va travailler sur un projet commun, sur le bien vivre ensemble, et donc là on ne travaille pas seulement sur le collectif ou sur l'individu, mais sur l'ensemble. Il n'y a pas de collectif sans individu, de même qu'il n'y a pas d'individu sans collectif. Et du coup c'est intéressant le fait de changer de terminologie et d'introduire un tiers, en l'occurrence des salariés, qui étaient les premiers concernés par le déménagement. Ça a permis un peu de décloisonner finalement les ingénieurs sécurité et puis les responsables de la santé au travail pour faire un travail intéressant. Et puis dernier point avant de rendre la parole, c'est sur la prévention primaire. C'est vrai qu'on a dit que c'est un peu là où le bas blesse, au sens où dans les accords qui ont été signés dans le cadre du plan Narcos, assez peu d'accords vont sur la prévention primaire. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on demande aujourd'hui, notamment aux fonctions RH, de penser l'organisation, au sens penser réfléchir, donc penser avec un E, ou de penser avec un A, au sens de soigner l'organisation. Et il me semble que de plus en plus, en fait, on demande seulement de soigner un peu les mots, de soigner le travail, parce que personne ne maîtrise, personne ne pilote réellement l'organisation. Quand on s'interroge dans les entreprises qui pilotent l'organisation du travail, on se rend compte souvent que c'est piloté par l'extérieur. C'est un cabinet de conseil qui est passé finalement et qui a colporté ou divulgué en fait certaines normes ou certains processus qu'on va appliquer parce qu'on se dit que si les concurrents font pareil, il faut que nous aussi on fasse pareil. Ou alors soit ça va être les outils. Souvent, ça va être le système d'information, notamment dans le tertiaire, qui va organiser le travail, au lieu que ce soit les hommes, en fait, ou l'entreprise en tant que telle qui réfléchissent à trouver un système d'information qui corresponde à l'organisation du travail qu'elle veut mettre en place. Donc, cette question, est-ce qu'on pense avec un E ou est-ce qu'on pense avec un A, me semble une question intéressante. Merci. Peut-être une conclusion partielle ou des enseignements de tout ce qui vient d'être dit. Madame Richard Mollard. Alors, je vais prendre les choses peut-être un peu autrement. Quand M. Darcos a lancé son plan d'urgence, un des points forts a été de dire il n'y aura pas de nouveau texte. On n'a pas besoin d'un nouveau texte. Alors, à la DGT, où on fabrique des textes, entre autres, puis on les fait appliquer, si moi j'avais été chargée de proposer un texte, j'aurais mis 5 points dedans. Premier point, comprendre de quoi on parle, accepter que ce soit compliqué, mais y aller. Alors après, il y a des décrets. Je ne vous dis pas les décrets, le nombre de décrets pour ça, mais bon. Deuxième point, dépasser la seule approche individuelle pour aller sur la question du travail et de son organisation. Troisième point, construire une démarche globale, participative, pluridisciplinaire. Quatrième point, faire le lien avec les accords signés au niveau national par les partenaires sociaux à l'unanimité. Et cinquième point, au final, faire changer les choses, convaincre les PDG et les organes de décision qu'il faut changer les choses. Voilà, moi, le projet que j'aurais fait passer à Jean-Denis Combrexel. Je ne sais pas quel aurait été mon devenir professionnel, mais en tout cas, c'est celui qui, de mon point de vue, résume un certain nombre de choses qui ont été dites et qui nécessitent une compréhension fine, une appropriation,
Mais bon sang quand même, quand on est sur des questions techniques, on se donne les moyens de les creuser pour maîtriser le risque. Pourquoi, sur les questions humaines, on ne se donne pas les mêmes moyens de les comprendre pour les prendre en compte et obtenir le résultat qui, dans les deux cas, est le même, une organisation économique et sociale performante pour tous. Alors, dans les accords qu'on a eus, il y a 2 maillons faibles. Je les reprends parce qu'ils ont été largement dits. C'est les comités de direction. Il n'y a pas de parole des comités de direction. Et c'est la place des salariés. Il y a un maillon sur lequel on fait tout reposer, c'est le manager. Et il y a un accord qui dit les managers sont victimes de stress, source de stress, et chargés de reporter et de faire remonter le stress des équipes. Alors avec ça, ils sont mal partis, mais je pense qu'on en a suffisamment parlé. Et puis, il y en a dont on n'a pas du tout parlé, que j'ai évoqué, je veux conclure peut-être là-dessus, ce sont les sous-traitants. Et dans les entreprises, qui est quand même le thème de la journée, les entreprises à risque, des sous-traitants, il y en a beaucoup. Peut-être qu'on revient là-dessus, mais historiquement, et ça vous le savez aussi bien que moi, et moi dans les fonctions que j'ai pu exercer, c'est quand même souvent, peut-être moins encore aujourd'hui, je pense que dans les grandes structures, il y a un travail intéressant qui est fait, mais c'est quand même un maillon complètement oublié. 30% des PME sont en situation de sous-traitance et elles sont victimes du stress économique qui se répercute sur les dirigeants et sur l'ensemble de la chaîne jusqu'aux salariés et à l'intérimaire et aux sous-traitants du sous-traitant. Et je pense que là-dessus, on a une grande responsabilité sociale de considérer dans l'acte de sous-traitance l'impact de ce que l'on va décharger sur le sous-traitant, surtout quand c'est de la sous-traitance de capacité. Donc voilà, je pense, et pour terminer, un souvenir justement dans une entreprise bien connue certainement, la cellulose du pain, Smurfit, donc une papeterie. Ils remettaient au moment des arrêts d'usine, à la fin, en fonction de comment ça s'était passé, de la façon dont les entreprises avaient travaillé, ils remettaient des pains, le pain d'or, le pain d'argent, le pain de bronze. Et le pain de bronze a été remis à une entreprise sous-traitante pour la raison suivante. Elle avait réfléchi à pouvoir soumissionner dans le cadre de l'arrêt d'activité. Et puis, elle a dit non, je ne vais pas vous remettre de proposition. Et alors, comme c'était quand même un sous-traitant intéressant, on était directeur technique, essayer de comprendre pourquoi. Et l'entreprise a répondu, écoutez, dans les délais que vous me donnez, avec les moyens humains que j'ai, je n'y arriverai pas dans de bonnes conditions. Donc, je ne peux pas répondre. Et elle a eu le pain de bronze. Eh ben, je pense qu'il y avait de la réflexion dans cette entreprise, qui avait d'ailleurs organisé un des premiers GIE avec les entreprises sous-traitantes, et je pense que ça fait partie des bonnes pratiques et qu'on ne doit pas oublier les sous-traitants dans les risques psychosociaux. Merci bien. Je crois que merci beaucoup en tout cas pour toutes ces remarques et réflexions diverses.